Tomber de Charybde dans Scylla. Vous connaissez l'expression. Elle signifie échapper à un malheur pour tomber dans un autre encore pire. Mais elle ne rend pas justice au mythe qui en est à l'origine. Et je vais vous proposer, non pas un, non pas deux, mais 3 niveaux de lecture possibles. À tout de suite. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometimes. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. Premier niveau de lecture, le guide Michelin. Au bout de l'Italie, dans ce qui était autrefois la Grande Grèce, se trouve un pays dur, un pays de légende, pour faire frémir les aristocrates romains en villégiature. Mais c'est sur la mer que se situe le danger. Si par aventure vous prenez le risque de vous rendre en Sicile, ou si vous voulez passer à l'est de la Méditerranée pour visiter les temples grecs, vous devrez traverser le détroit de Messine, terreur des marins. Si des navires font naufrage dans cette région, ce n'est évidemment pas à cause de l'incompétence des marins, encore moins celle de leur capitaine, bien sûr. Non, c'est parce que 2 monstres ont élu domicile de part et d'autre du détroit. D'ailleurs, les rochers que vous pouvez apercevoir là-bas sont les vestiges de ces 2 monstres. Merci d'avoir fait cette visite avec nous, et n'oubliez pas le guide. Deuxième niveau de lecture, la presse à scandale. Ah, ça vous intéresse tout de suite, n'est-ce pas, bande de petits canailloux? Bon, pour cela, nous allons faire appel à notre vieil ami Publius Ovidius Naso. Publius! Publius! Qu'est-ce qui se passe? Un problème? Ah non, 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 non! Je vous rassure tout de suite, c'est pas de la timidité. Depuis son manuel de drague, personne ne croit à la timidité de Publius. Non, bon, il doit y avoir autre chose. Je me renseigne. Voyons ça. Ah, oui, un message. Ouais. Ah oui. Oui, 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 oui. Oui. Bon, c'est ça. Publius a un empêchement, il est en voyage forcé en City mineur. Ouais. Pas sûr qu'il revienne. Bon. Il a laissé des instructions, quelques informations. On va pouvoir continuer. Pantarei. Voyons ce que Publius nous a laissé. Oui. Il nous explique d'où viennent ces 2 monstres. Ah, contrairement aux apparences, ce sont 2 jeunes filles. Non, non, elles n'ont pas pris leur régime amincissant dans le Cosmopolitan. Par contre, elles ont trempé dans des histoires plutôt glauques. Tenez-vous bien. Charybde, une jeune fille de bonne famille. Ouais, fille de Neptune et de la Terre. Je crois qu'on peut dire de bonne famille. Ouais, mais on me dit qu'elle a trempé dans une affaire de vol. De vol de bétail. Les bœufs d'Hercule. Ah oui. C'est qu'on rigole pas avec les voleurs de bœufs. Jupiter était plutôt en colère. Vous savez ce que c'est? Quand Jupiter est en colère, il vous transforme. Ou alors il vous foudre, ça dépend. Question d'humeur. Voyons, Scylla. Scylla, oui, une petite nymphe très séduisante, tout le monde est à ses pieds. Ouais, mais voilà qu'elle attire le regard de Glaucus. Non, 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 Glaucus, a priori c'est quelqu'un de bonne famille, non, non. Il est fils de Neptune lui aussi. Ouais, bon, c'est pas une preuve. Il la poursuit de ses assiduités. Ouais, je vois tout de suite le profil.
Bon, aujourd'hui, on dirait que c'est un gros relou. Ou un harceleur, ça dépend. Voyons un peu quand même où ça nous mène. Ah oui, tout s'explique. Glaucus, en plus d'aimer Scylla, il est aimé de son côté par Circé, la magicienne. Vous savez, celle qui a transformé les marins d'Ulysse en cochons pour pouvoir coucher avec le maître. Oui, bon, faut pas la contrarier quand elle veut quelque chose, hein. Et Glaucus, qu'est-ce qu'il fait, l'imbécile? Il parle de son amour à Circé. Alors, Circé, elle va se débarrasser d'une rivale. Et en plus, Glaucus lui dit que il veut se venger de cette ingrate de Scylla. Ah, elle se fait pas prier, hein. Elle va aller cueillir des plantes. Puis avec ces plantes, elle va fabriquer une potion. Petite potion dont elle a le secret. Et la potion, elle la met dans la fontaine où va se baigner la nymphe. Voyons ce que ça donne. Très forte, hein, Circé. Scylla vient, et déjà elle était à moitié descendue dans l'onde, lorsqu'elle se voit entourée de monstres hurlants. D'abord, elle ne croit pas qu'ils fassent partie de son corps. Elle s'éloigne, fuit et craint leur rage écumante. Mais en fuyant, elle entraîne les monstres. Elle cherche ses flancs, ses jambes et ses pieds. Partout à leur place, elle ne trouve que des gueules de cerbères, qu'une horrible ceinture de chiens aboyant sans parties inférieures, attachée par le dos autour de son corps. Il est sympa, Ovide. C'est toujours des histoires comme ça. Troisième niveau d'interprétation, la fable politique. Pour cela, nous allons remonter un petit peu dans le temps, pas beaucoup, 7 ou 8 siècles, et faire appel à Homère. C'est une époque où on prend les mythes un petit peu plus au sérieux. Ulysse, roi d'Ithaque, doit rentrer chez lui après la guerre de Troie. Vous connaissez l'histoire. Seulement voilà, il fait quelques petits détours dont je vous passe le détail, et au moment qui nous intéresse, il doit choisir entre plusieurs routes qui sont toutes mauvaises. Celle qui passe entre Charybde et Scylla n'est d'ailleurs pas la pire. La pire, c'est celle des Planctes, mais elle n'a été passée qu'une seule fois par Jason et grâce à la faveur spéciale de Hadès Héra. Comme Ulysse n'a pas cette faveur, c'est raté. Mais il reste un choix terrible, le pire choix pour un roi. Mais le choix que tout roi est amené un jour ou l'autre à faire. En effet, qu'avons-nous? D'un côté, Charybde, qui engloutit la mer plusieurs fois par jour. Si le bateau passe à ce moment-là, c'est tout l'équipage qui est perdu. De l'autre, Scylla, un monstre à 6 têtes, toujours vigilant. Passer devant elle, et c'est la certitude de perdre 6 marins. D'ailleurs, Homère nous précise. Scylla ne peut mourir, c'est un mal éternel, un terrible fléau, un monstre inattaquable. La force serait vaine. Que faire? D'après l'expression tombée de Charybde dans Scylla, vous pouvez vous dire que Scylla est pire, et donc qu'il faut choisir Charybde. Eh bien, pas du tout. Ulysse, qui est un roi grec responsable, en plus il est conseillé par des déesses, choisit Scylla. Explication, c'est Circé qui parle. Il te vaut mieux encore pleurer 6 compagnons et sauver le vaisseau que périr tous ensemble. Finalement, nous sommes là devant un cas classique de gestion des risques. Tant qu'il s'agit de comparer un mal absolu à une chance de survie, le choix est assez facile. Mais là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'un côté un événement extrêmement grave, mais relativement improbable, et de l'autre, un événement beaucoup moins grave, mais aussi nettement plus probable. Nous avons 2 paramètres à prendre en compte, qui ne sont pas du tout sur le même plan. D'un côté, la probabilité, de l'autre, la gravité. Qu'est-ce qui est prudent? Pas facile. Alors bien sûr, ce n'est qu'un mythe, une sorte d'expérience de pensée. Peut-être qu'il serait intéressant d'appliquer cette expérience de pensée
un cas concret, quelque chose d'historique, de bien réel, de bien vérifiable? D'ailleurs, je vous avertis tout de suite, si vous pensez que la décision de sacrifier un petit nombre d'hommes au bénéfice de la communauté est une décision cynique, digne d'un roi grec de l'ancien temps, dites-vous bien que nos dirigeants modernes, démocratiquement élus, peuvent être amenés à prendre exactement le même genre de décision. Vous avez peut-être entendu parler du DDT. Si vous n'êtes pas trop jeune, sûrement. Sinon, un petit rappel. Le DDT est un insecticide miracle mis en service à partir des années 1930. Il a d'ailleurs valu un prix Nobel au docteur Müller. Le docteur Müller n'a pas inventé le DDT, il a juste découvert ses propriétés insecticides. Et rien que ça a suffi à ce qu'on lui attribue le prix Nobel. Il faut dire que le DDT a été utilisé dans la lutte contre le paludisme. Le paludisme, c'est de très loin la maladie la plus meurtrière du monde à l'échelle historique. C'est-à-dire que dans toute l'histoire, c'est elle qui a tué le plus de gens. Bien devant la grande peste, bien devant la grippe, bien devant le choléra, et bien sûr bien devant le sida, qui en comparaison représente presque rien. C'est vous dire. Il y a une trentaine d'années, le paludisme tuait encore plusieurs millions de personnes tous les ans. En 2015, après d'énormes campagnes très coûteuses de lutte contre le paludisme, on arrive à un chiffre de 438 000, ce qui est énorme. Eh bien, dans les années 1950, le DDT a ouvert l'espoir d'éradiquer la maladie en s'attaquant aux moustiques qui la transmet, aux moustiques anopheles. Les résultats ont été impressionnants, vraiment. Pour vous donner un ordre de grandeur, au Sri Lanka, en 10 ans de campagne, le nombre de cas est passé de 2,8 millions à 17. Pas à 17 millions évidemment, pas à 17 000, juste 17. Et le nombre de morts de 7 300 à 0. Et des résultats similaires ont été obtenus en Amérique latine ou en Inde, par exemple. Il faut dire que le DDT présente un avantage important, outre le fait qu'il est très efficace pour tuer les moustiques. Il est aussi très persistant, ce qui permet de protéger durablement les maisons. Mais toute pièce a son revers. Et c'est justement cette persistance du DDT qui va poser problème. En 1962, la biologiste américaine Rachel Carson publie une étude qui accuse le DDT d'être cancérigène et reprotoxique. Alors pour faire simple, elle accuse le DDT d'empêcher la reproduction des oiseaux en amincissant la coquille de leurs œufs. Et donc depuis, beaucoup d'associations écologistes ont milité pour l'interdiction du DDT, militent encore pour l'interdiction totale du DDT. Leurs arguments sont que ça fait peser sur nous le risque d'une crise écologique majeure, risque d'autant plus sérieux que le DDT se dégrade très mal et qu'il a tendance à se concentrer dans la chaîne alimentaire. Et typiquement, comme l'homme est censé être plutôt au sommet de la chaîne alimentaire, c'est dans nos corps que les concentrations de DDT sont les plus importantes. Voilà. Malheureusement, l'interdiction du DDT, qui survient dans les années 70, d'abord aux États-Unis, puis ensuite dans d'autres pays, a provoqué une recrudescence du paludisme. Et on peut dire, d'une certaine manière, que nous avons sacrifié des millions de personnes au paludisme pour éviter une très grave crise écologique. Bien sûr, je ne prétends pas, dans une petite vidéo comme celle-ci, vous dire si l'interdiction du DDT était totalement justifiée ou non. Je n'ai pas l'expertise nécessaire pour ça. Je ne suis pas un spécialiste de l'écologie et je suis incapable de faire tous les calculs qui seraient nécessaires. Mais je voulais simplement pointer du doigt un problème. La gestion des risques est une affaire trop sérieuse, trop grave, trop difficile pour qu'on puisse se contenter de quelques slogans lâchés comme ça pendant une manifestation. Et j'ai envie de dire aux jeunes, plutôt que de descendre dans la rue au premier appel,
Finissez votre master en biologie ou en chimie, vous serez nettement plus utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt sur Ctema. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that government must be strong, it's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. That's what I learned in school today, that's what I learned